Ce colloque, nous y tenions pour deux raisons essentielles. D'abord parce que la sauvegarde de notre régime de retraite est au fond au cœur de notre pacte social et républicain. On ne peut pas traiter à la légère ni croire qu'un coup de baguette magique suffira à le transformer. Ensuite, car le Sénat a toujours eu à cœur de contribuer aux réflexions et aux évolutions de notre système de retraite, il n'hésita pas, le Sénat, en 2010, à faire adopter un amendement sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique. Nous étions des précurseurs, et tant Alain Milon que Jean-Marie Van Lerenbergh s'en souviennent sûrement de manière très précise. Le sujet de la réforme systémique n'est donc pas tabou ici. Au contraire, comment ne pas partager l'objectif d'un régime unifié ou universel? Point d'interrogation. Il nous paraît compréhensible par les assurés, sans doute plus équitable, et qu'il soit à point ou par compte notionnel. Ce régime paraît, en première approche, plus facile à piloter. D'ailleurs, ce matin, conjonction des calendriers, j'aperçois le questeur délégué qui me rappellera à l'ordre dans quelques minutes. Je ferai d'ailleurs ce matin au bureau du Sénat une communication sur les évolutions du système de retraite ici au Sénat, évolutions qui prendront naturellement en compte la future réforme une fois adoptée. Cette approche, qui est la mienne, me permet aussi aujourd'hui de mettre en garde. Il n'y aurait pas d'un côté des conservateurs qui ne jureraient que par les bonnes vieilles réformes paramétriques qu'elles portent sur l'âge de départ ou la durée des cotisations. Et de l'autre, des partisans, entre guillemets, d'une vraie réforme, celle conduisant à un grand régime universel de retraite, qu'il soit par points ou fondé sur des comptes notionnels. Méfions-nous des tentations du grand soir qui font que l'on se réveille le matin parfois avec la gueule de bois. La réalité est plus complexe. Donc 42 régimes sont aussi le fruit de l'histoire sociale de notre pays, ne l'oublions jamais. Et qu'on ne gomme pas l'histoire sociale parce qu'elle porte aussi des projets, des aventures et des défis humains et collectifs. Ils sont le résultat de compromis aussi, qu'ils soient sociaux ou professionnels, auxquels les assurés de ces régimes sont attachés. Il faudra en tenir compte. La brutalité peut parfois paralyser les réformes qui sont pourtant nécessaires. L'exigence de régimes complémentaires, s'ajoutant à un régime de base plafonné et géré par les partenaires sociaux eux-mêmes, rend d'autant plus délicat, voire difficile, la perspective d'un régime unifié. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux ont-ils moins bien géré leur régime complémentaire que l'État? Point d'interrogation. Ont-ils été moins courageux que lui pour prendre leur part des efforts nécessaires? Point d'interrogation. Je n'en suis pas certain, comme le montre l'exemple récent de l'accord Agirc-Arrco. Chacun sait ici que je crois profondément, et je sais que le haut-commissaire partage avec moi, au rôle des corps intermédiaires, et que je pense que rien ne peut se bâtir sans dialogue et concertation, dans le respect mutuel des interlocuteurs. Je pense, Madame la Ministre, que c'est aussi votre conviction. Vous l'avez montré au cours de ces derniers mois. Vous savez combien il est important de se réunir autour de principes communs et de diagnostics partagés. Les travaux du corps nous ont justement permis ces dernières années de poser des diagnostics. Et je voudrais saluer ces travaux. Et tout récemment, le corps a bien montré la complexité d'un exercice de mise à plat de nos différents régimes, mise à plat indispensable pourtant pour apprécier objectivement leurs différences, pérenniser ou corriger leurs spécificités. Le corps a également mis l'accent sur la difficulté de la période de transition
pour la bascule vers un nouveau régime unifié. Comment, dans ce cadre-là, ne pas redouter deux écueils? Que l'on y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que l'on ne prenne pas les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la prochaine décennie, premier écueil. Pire encore, que la recherche de ce régime unique conduise à des dépenses supplémentaires pour des raisons d'échelle de perroquet faciles à imaginer, voire à faire main basse sur les réserves des régimes complémentaires, comme certains le redoutent, voire des prélèvements supplémentaires. C'est l'intérêt des travaux de cette journée, de commencer à éclairer sur l'état de nos régimes de retraite et les réformes déjà faites. C'est d'ailleurs le programme de la matinée. Vous aurez ensuite cet après-midi un éclairage sur des exemples étrangers et le cadre qui pourrait être celui d'une réforme systémique. Inutile d'insister sur la qualité d'ailleurs des différents intervenants que je salue. Merci à chacun d'entre eux d'avoir accepté de participer, de contribuer à ce colloque dont on voit bien qu'il est en train d'initier un mouvement. Nous avons fait collectivement le choix d'un colloque pédagogique. C'est la raison pour laquelle une plage de temps n'a pas, pour ce colloque, été réservée aux différentes organisations, qu'elles soient syndicales ou patronales. Mais je crois qu'il faudra prévoir, nous l'évoquions avec le haut-commissaire, un nouveau colloque, le moment venu, lorsque on en saura plus sur les intentions du gouvernement, et cela leur permettra de faire valoir leur analyse et d'en débattre. C'est en tous les cas ma proposition. Aujourd'hui, c'est le temps de la mise en perspective. Au moment où la période de concertation avec l'ensemble des acteurs sociaux s'ouvre sous votre houlette, monsieur le haut-commissaire. Vous me permettrez, pour conclure, de citer un président de l'Assemblée nationale, un ministre des Affaires sociales, dont chacun sait avec qui j'ai beaucoup partagé, et qui nous livre peut-être une feuille de route, et je le cite. Le libéralisme à construire est un libéralisme corrigé par les impulsions d'un État dont le rôle, dans une période de mutation telle que celle que nous avons à vivre, est moins que jamais discutable. Le libéralisme de demain doit accepter un tempérament de grandes conséquences, celui de la sauvegarde d'un système de protection sociale aussi complet et exemplaire que possible. C'est la condition de l'équilibre de notre société, c'est la garantie du maintien de l'ordre public, c'est l'assurance que les mutations pourront s'exprimer autrement que dans le trouble et la révolte. Vous avez tous reconnu les propos de Philippe Séguin. Ils auraient pu être écrits hier soir pour la situation de notre pays et le colloque d'aujourd'hui.